Donc je passe la parole à Caroline Robichon et ensuite à Gaël Pruvot. Bonjour à tous. Déjà, on souhaitait vous remercier de nous avoir invités, Jean-Michel et l'ensemble des organisateurs, à parler de ce parcours un petit peu particulier qui va s'installer entre le diagnostic de surdité et une éventuelle implantation cochléaire. Et finalement, quelle est la place pour le développement de l'enfant? Développement finalement psychoaffectif, mais aussi un peu global. Alors, notre clinique et l'argumentaire également de cette journée et la présentation de nos collègues de Rouen ont suscité quelques questions à notre niveau. Vous m'entendez? Oui. Tout d'abord, quelle place accorder à l'enfant alors que les parents ont à faire face à un diagnostic de surdité qui va faire effraction et les désorganise dans leur psychisme, leur quotidien et leur relation à leur enfant? Quelle place pour l'enfant alors que les professionnels très vite vont se pencher sur son berceau, au risque de destituer les parents de leur rôle, leur fonction, leur place? Quelle place pour l'enfant alors que rapidement des aides auditives, voire parfois surpuissantes, telles que l'implant, vont être évoquées, au risque de se télescoper avec un diagnostic récent et d'entraver le nécessaire travail psychique d'accommodation à la surdité des parents? Comment aider à ce que cet appareillage, en particulier l'implant cochléaire, concilie l'opportunité de faire profiter à l'enfant d'une avancée médicale et technologique reconnue, concilie également la satisfaction et le soulagement du parent d'avoir fait tout ce qu'il pouvait pour lui, et les besoins et intérêts spécifiques, c'est-à-dire en lien avec sa surdité, et globaux, en lien avec son développement affectif et cognitif de l'enfant. C'est à partir de ces questions que nous tenterons de répondre à deux voix, du parcours de ces familles, du diagnostic à l'implantation et au-delà, puisque le développement psychoaffectif de l'enfant ne peut être pris en considération sans l'accompagnement des parents. Et c'est bien le titre même de cette journée qui est « Un bébé sourd seul n'existe pas ». Alors, trop près peut-être, un petit peu trop près. Alors, pour présenter un petit peu le cadre de notre propos, je vous présente aussi la population que nous accueillons dans notre service, qui est une population finalement extrêmement diverse et variée, puisque nous accueillons des enfants du tout petit au jeune adulte, donc de 0 à 20 ans. Et bien évidemment, au-delà de l'accueil de l'enfant, nous accueillons aussi les parents, la famille et la famille élargie. Nous accueillons tout type de pathologie ORL, cervico-faciale, qu'elle soit isolée, syndromique, fonctionnelle, esthétique. Et puis, nous accueillons aussi les enfants qui peuvent présenter tout type de surdité, que ce soit des surdités qui soient congénitales, évolutives, légères à profondes, unilatérales, bilatérales. Et ces patients-là, nous les recevons dans un cadre de consultation, mais également dans un cadre d'hospitalisation pour ceux pour lesquels une chirurgie sera éventuellement nécessaire ou envisagée. Les familles que nous accueillons ont des origines géographiques, socio-professionnelles et culturelles extrêmement diverses. Et bien évidemment, cela va aussi déterminer la prise en charge que l'on va pouvoir leur proposer.
Nous allons, puisqu'on parle du bébé sourd, donc on exclut dans la présentation de ce jour les enfants grands. On parlera, et ce sera le sujet de notre propos, des enfants avec une surdité profonde, bilatérale, découverte avant un jeune âge, et pour lesquels une indication d'implant cochléaire pourra être une indication. Notre équipe est une équipe pluridisciplinaire, composée à la fois de médecins, de chirurgiens, d'infirmières, d'aides-soignantes, d'assistantes sociales, éducatrices, psychologues, orthophonistes, régleurs. Une équipe qui va finalement accueillir cette famille du diagnostic de surdité avec déjà une prise en charge pluridisciplinaire d'emblée jusqu'à un éventuel projet d'implant et ensuite au-delà de l'implantation. Parfois, ces familles vont nous arriver alors que le diagnostic de surdité aura été posé par une autre équipe. Et ces familles-là vont être accueillies au moment de ce que l'on nomme, ou plutôt de ce qui est mal nommé, le bilan pré-implant cochléaire. Je dis le mal nommé parce que le bilan pré-implant cochléaire n'entraîne pas forcément une implantation cochléaire. Tout ça pour vous exposer que notre souci va être de veiller à une continuité en fait dans la prise en charge, veiller aussi à prendre en charge l'enfant dans sa globalité, veiller à prendre en charge l'enfant et son entourage, et de ce fait essayer au mieux d'avoir un rôle à la fois d'accompagnant et de contenant, en particulier devant les faits des organisateurs du diagnostic. Alors le psychologue dans notre service en fait va intervenir à tous les stades de la prise en charge, j'ai envie de dire à titre systématique, notamment et particulièrement dans le cas des surdités, des diagnostics de surdité, mais aussi fonction des besoins, des demandes et des périodes sensibles. Et cela peut être sur le temps présent d'une annonce, par exemple, mais aussi sur du court, du moyen et du long terme. Notre rôle va être d'essayer d'établir un lien intra- et inter-équipe et d'avoir finalement un petit peu cette fonction de fil d'Ariane qui va permettre de suivre ces enfants au décours de leur prise en charge, qui va être à long terme le plus souvent, et d'être à la fois aussi une interface entre les différents professionnels. Lorsque l'on accueille ces familles, et nos collègues de Rouen l'ont tout à fait bien présenté, on va accueillir aussi les différents mouvements psychiques autour de l'annonce du diagnostic de surdité. Et évidemment, les parents, à cette occasion, évoqueront leur parcours, leurs doutes, le traumatisme du diagnostic, leurs sentiments, l'abattement, la culpabilité, la honte et bien d'autres sentiments. La perte entre guillemets, de cet enfant idéalisé, attendu, extrêmement désiré, mais aussi toutes les images et les fantasmes autour de la surdité. Et ils évoqueront aussi tous les bouleversements que ça va impliquer pour eux, sur un plan de la dynamique familiale, mais aussi sur le plan de la communication avec leur enfant qu'ils vont devoir inventer ou réinventer. Et puis, bien sûr, les parents évoquent le malmenage, la perte de leurs repères sur le plan éducatif. Finalement, tous ces repères éducatifs qu'ils avaient, eh bien, il va falloir aussi peut-être les réinventer. En bref, les parents nous exposent en fait tous les mouvements psychiques qui les animent et qui vont aller vers cette accommodation à la réalité de la surdité. Alors notre accompagnement visera bien évidemment, et ça nos collègues aussi l'ont très bien présenté, cet accompagnement autour de la relation et de l'accordage parent-enfant, de cette communication qui va être en construction ou déjà existante mais à réinventer, et qui va devoir en même temps prendre en compte les besoins spécifiques de cet enfant. On va tenter, au travers de cet accompagnement aussi, de mettre en place en parallèle une prise en charge qui va être dite spécialisée, et là où vont intervenir un certain nombre de professionnels
et qui vont tenter aussi de répondre aux besoins spécifiques et globaux de cet enfant, tenir compte de la dynamique familiale et de la disponibilité psychique parentale, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il faut appareiller un enfant, de lui dire qu'il faut de l'orthophonie, encore faut-il que les parents puissent avoir la possibilité d'entendre cela et de pouvoir aussi l'intégrer. Et puis, on va accompagner ces familles à partir de là, autour aussi de l'éventuelle indication d'un plan cochléaire, alors que le diagnostic est parfois extrêmement proche. Le risque est bien évidemment qu'il y ait à ce moment-là un télescopage entre le diagnostic et l'implant, mais aussi, on se rend compte aussi parfois que l'implant peut aider et contribuer au travail d'accommodation. Alors, l'implant va convoquer un certain nombre de représentations, représentations personnelles, sociétales, culturelles, et en particulier, cet implant va être présenté comme cet objet tout-puissant dans l'imaginaire parental, sociétal, parfois médical, mais aussi un implant qui peut parfois être critiqué, attaqué, diabolisé. Cet implant est souvent évoqué au décours d'un parcours parental qui est ponctué de traumatismes, parfois à répétition, le diagnostic de surdité, mais pour peu aussi que l'enfant ait d'autres pathologies médicales, d'autres, éventuellement une surdité qui s'intégrerait dans un syndrome. Et puis les parents aussi arrivent au décours d'un certain nombre de désillusions parce que, bien évidemment, ils attendent souvent beaucoup de l'appareillage et parfois l'appareillage peut être finalement apporter peu à l'enfant. Alors cet implant, finalement, il a une espèce de pouvoir de réparation qui est renforcé par le recours à la chirurgie. Lorsque les parents viennent nous rencontrer, la plupart du temps, les parents nous racontent aussi ce qu'il en est de leurs attentes, de leurs désirs, finalement que l'enfant parle. La demande initiale des parents n'est pas tellement que l'enfant entende. La demande initiale est souvent celle que l'enfant parle. Finalement, mon lapsus est beau, que les parents parlent aussi peut-être à l'enfant. Ce pouvoir de réparation aussi dans le discours des parents est de tendre vers une vie ordinaire. Finalement, cette vie ponctuée par la surdité et façonnée aussi par la surdité effraie beaucoup, et nos collègues en ont parlé. C'est restaurer aussi l'enfant perdu finalement pour les parents, mais c'est aussi penser les blessures avec la volonté d'être le parent suffisamment bon au sens winnicottien du terme. Et puis, c'est quelque part aussi peut-être pour ces parents tenter d'apaiser une culpabilité, c'est-à-dire, et c'est souvent ce qu'ils nous rapportent, faire ce qui est le mieux pour leur enfant. Parfois, évoquer l'implant pour les parents peut les aider aussi à les restaurer dans leur rôle, dans le sens d'apaiser un sentiment d'impuissance. Et puis, en même temps, de restaurer aussi du lien dans la filiation, puisque par une communication qui pourra potentiellement être facilité, eh bien, peut-être que pour les parents, l'enfant pourra prendre peut-être plus facilement sa place de sujet dans la relation, mais aussi dans l'histoire familiale. Alors, le projet d'implant et le bilan pré-implant, comme je le disais tout à l'heure, bien mal nommé, va être en fait un regard croisé des différents intervenants professionnels, du médecin, de l'orthophoniste et du psychologue, en concertation avec l'équipe de terrain, soit de façon directe ou indirecte. Et également, ce projet d'implant va apporter également entraîner à ce qu'il y ait un certain nombre de rencontres avec la famille en fonction aussi des besoins de chaque famille. C'est-à-dire que parfois, pour certaines familles, une rencontre pourra éventuellement suffire. Parfois, plusieurs rencontres seront nécessaires. Alors, le projet d'implant, finalement, il va nous permettre d'évoquer
de penser avec les parents et la famille un certain nombre de choses, et en particulier leurs demandes et leurs désirs. C'est-à-dire qu'ils vont évoquer à ce moment-là le parcours qui les a amenés à l'implant, on en a parlé tout à l'heure, leur représentation autour de l'implant, la place de cet implant dans le projet global d'éducation, c'est-à-dire finalement, est-ce que pour eux l'implant se présente comme une fin en soi ou est-ce qu'il se présente finalement comme une aide parmi tant d'autres ? Et puis, ils vont évoquer aussi avec nous, et on va susciter aussi ces échanges autour de la place de l'implant dans la dynamique développementale de l'enfant, c'est-à-dire l'implant, finalement, pour cet enfant, eh bien, comment peut-il s'envisager ? Leurs attentes en fonction du développement psycho-affectif de l'enfant, de ses besoins, de ses potentialités aussi. Et puis, finalement, aussi évoquer avec les parents la compatibilité de ce projet d'implant avec la dynamique, avec l'organisation familiale, parce que ça peut paraître annexe, mais finalement, cet implant va nécessiter bon nombre de rendez-vous qui vont se surajouter aux rendez-vous déjà préexistants. Et donc, il va falloir que les parents puissent garder une certaine disponibilité et finalement implication sur le long terme. Finalement, ce projet d'implant va permettre d'évoquer avec la famille sa demande ou son refus de l'implant, son désir ou son non-désir de l'implant. Le projet d'implant va permettre aussi de penser la dynamique relationnelle parent-enfant, c'est-à-dire les premières identifications, les jeux de miroir dont on parlait aussi tout à l'heure dans les cas qui ont été exposés, mais aussi permettre de parler avec la famille du tricotage relationnel qui s'est construit entre eux et leur enfant. Et puis permettre aussi d'évoquer la communication avec l'enfant, mais aussi la communication intrafamiliale, donc au sens plus large, c'est-à-dire la place du langage et la place de la langue ou des langues dans ces familles, puisque nous avons aussi des familles multilingues. La prise en compte aussi et l'adaptation aux besoins généraux et spécifiques de l'enfant, et puis évoquer bien sûr le plaisir et le désir de la relation parent-enfant. Le projet d'implant va permettre aussi de penser les besoins et les potentialités de l'enfant, évidemment ce qu'il en est de son engagement dans la relation, ses appétences et ses moyens de communication, son développement, ses compétences, mais aussi ses difficultés, et puis, parfois, les troubles qui pourraient être associés à la surdité ou les pathologies médicales qui pourraient être associées à la surdité. À l'issue de cette évocation de l'implant avec la famille, eh bien, nous proposons une réunion qui va être véritablement un temps de partage, de discussion et de décision. Discussion parfois houleuse, où nous ne sommes évidemment pas toujours d'accord, et c'est ce qui fait aussi la singularité de nos prises en charge et l'intérêt aussi de notre clinique. Bien évidemment, il y aura les aspects médicaux qui vont être évoqués en premier lieu, c'est-à-dire de confirmer ou d'infirmer l'indication d'un implant, c'est-à-dire est-ce qu'il y a la surdité de cet enfant répond aux critères audiophonologiques. Déterminer également la faisabilité en termes anatomiques et en termes chirurgicaux. Évaluer les bénéfices pour l'enfant au regard des limites et des contraintes d'une implantation, en ce sens que l'implant n'est pas quelque chose de miraculeux, de magique et de réparateur. Et puis finalement discuter autour de quel est le sens subjectif de l'implant pour cette famille, quelles sont leurs attentes, quelle place finalement l'implant va prendre dans la dynamique relationnelle parent-enfant. Et puis en même temps cerner qu'est-ce qu'il en est de l'adéquation finalement entre leurs attentes et le projet et les besoins de cet enfant. Et finalement, et c'est là notre intérêt principal, on va dire, c'est celui d'anticiper le risque psycho-affectif pour l'enfant. Donc notre prise en charge va tenter en fait de proposer un accompagnement et en même temps une expertise que l'on souhaite la plus bienveillante possible au bénéfice de l'enfant et des parents, parce que ce projet d'implant doit être réfléchi par rapport à chaque enfant au regard de ses spécificités et de son développement global. Le projet d'implant permet finalement aux professionnels
et à la famille de réfléchir, penser et élaborer ce projet au vu de cet enfant, de ses besoins, afin d'éviter le passage à l'acte parental et médical réparateur qui pourrait freiner, empêcher ce travail d'accommodation parentale à la surdité. On parlait du temps tout à l'heure. Vraiment, ce qui est important aussi dans ces échanges, c'est de pouvoir réfléchir à comment concilier les temps psychiques des différents protagonistes. Les protagonistes, bien sûr, sont les parents en premier lieu, l'enfant, mais aussi les professionnels, parce que l'on sait que les temporalités des uns et des autres ne sont pas les mêmes au même moment, et peut-être que le psychologue est véritablement au carrefour de ces temporalités et veille justement au respect de ces temporalités. Et puis, c'est mettre aussi au centre des échanges l'enfant dans sa globalité, avec ses compétences à développer et pas uniquement centré sur le langage. Et c'est resituer l'enfant et ses besoins dans le présent et le court terme, même si évidemment ce projet, s'il se concrétise, s'inscrit sur un long terme, et alors que les parents et les professionnels courent parfois après le temps. Je pense notamment à des enfants pour lesquels des diagnostics de surdité profonde peuvent être posés très tardivement. Bien sûr, l'accompagnement ne s'arrête pas là. L'accompagnement va suivre lorsqu'une implantation cochléaire sera décidée et réalisée. Eh bien, nous proposerons aussi tout un accompagnement en péropératoire et également en post-opératoire. Mais Gaëlle va vous en parler peut-être de façon plus précise et de façon plus développée que moi au travers d'une illustration clinique. Je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si ça fonctionne. De nous avoir montré que le projet d'implant n'était pas une fin en soi, mais pouvait avoir dans la pluridisciplinarité un rôle organisateur, finalement. Je donne la parole à Gaëlle Pruvot. Merci Jean-Michel. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va. Alors, Caroline a pu évoquer avec vous le cadre de notre intervention auprès des enfants et de leurs familles. Je vais maintenant illustrer un peu ses propos à travers l'histoire de Léa et de sa famille, ainsi que d'autres enfants que nous avons pu rencontrer dans le cadre de notre travail. Ce que je vais évoquer avec vous va sans nul doute faire résonner en vous le travail et l'accompagnement des familles que vous pouvez, pour certains, recevoir. Alors, je vous présente donc Léa, qui a actuellement donc 2 ans et demi. Sa famille et elle habitent aux Antilles. Il n'y a pas forcément de relais familiaux à côté de chez elle. Les parents travaillent tous les deux et elle a un frère Thibaut, de 3 ans plus âgé qu'elle. Le diagnostic de surdité a été posé lorsqu'elle avait 8 mois. L'étiologie de la surdité est à ce jour encore inconnue. L'appareillage prothétique conventionnel a été proposé, la mise en place d'une prise en charge orthophonique a été suivie, les parents se positionnent sur un projet exclusivement oral et l'implantation cochléaire bilatérale a été proposée à l'âge de 15 mois. Pour cette famille, ce qui a été spécifique, c'est que le dispositif psychologique que j'ai pu proposer en tout cas, a été un peu plus important que ce qui est fait habituellement et ce qui est proposé habituellement pour les familles. Et ce qui est dû, je pense, au fait que ces parents et cette famille n'a pas pu trouver proche du domicile un dispositif ou un dispositif d'accueil psychologique. Voilà. Donc c'est vrai que quand les familles peuvent être reçues par un psychologue en libéral ou par une psychologue du centre de l'établissement dans lequel est l'enfant, on va dire que cet accompagnement psychologique à l'hôpital est un petit peu moins important. Donc pour cette famille, j'ai pu les recevoir juste après l'annonce du diagnostic, donc à 2 reprises. Puis il y a eu un rendez-vous pour évoquer le projet de l'implant cochléaire. Il y a eu un entretien de préparation à l'hospitalisation et au post-hospitalisation. Il y a eu 2 rencontres aussi lors des premiers réglages, un entretien à 6 mois post-implant et un entretien à 1 an post-implant. Donc pour Léa et sa famille, nous avons j'ai pu les recevoir donc juste après l'annonce du diagnostic.
Et on a pu avec les parents évoquer, reformuler le diagnostic de surdité qui avait été évoqué juste avant par les médecins. Et on se rend compte que les rendez-vous médicaux, les rendez-vous chez l'audioprothésiste et les premiers rendez-vous chez l'orthophoniste peuvent jouer cette fonction de contenance que vous avez déjà, mes collègues ont déjà pas mal évoqué, à travers l'écoute et la disponibilité de chacun des professionnels. La famille de Léa a vécu une période de turbulence massive après ce diagnostic. La mère s'est trouvée, elle, débordée psychiquement. L'annonce du diagnostic a réactivé une dépression qu'elle avait vécue à l'adolescence. Lors des entretiens, elle évoque sa détresse et son sentiment de culpabilité de savoir sa fille sourde. Elle décrit la sensation d'être en chute libre, de ne plus savoir à quoi se raccrocher. Elle ne peut s'occuper de sa fille sans pleurer à chaudes larmes. Et les différents rendez-vous à l'hôpital, ainsi que la prise en charge orthophonique, est, d'après ses propres mots, le filet qui lui a permis de tenir debout. Le père, lui, de son côté, est plus distant. Il montre un aménagement défensif différent, il est beaucoup plus impliqué dans son travail, beaucoup moins présent à la maison. Il est particulièrement investi, par contre, lors des rendez-vous médicaux. Pour lui, de son côté, il se trouve complètement démuni dans sa relation avec sa fille. Il explique ne plus savoir comment communiquer avec elle. Il parle avec nostalgie d'une relation tendre et chaleureuse qu'il pouvait avoir avec sa fille et ne se sent est très 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 déconcerté par cet après. À cette période, le couple parental vit des moments très houleux qu'il a fallu aussi contenir. Et le frère de Léa, Thibaut, manifeste après ce diagnostic une inhibition relationnelle assez importante. Léa, de son côté, elle présente depuis l'annonce du diagnostic des difficultés lors des séparations chez la nourrice ou lors de l'endormissement. Ainsi, le cadre des entretiens qu'on propose va vraiment essayer de favoriser la mise en sens pour les parents, pour l'enfant et sa fratrie de ce que ce diagnostic induit, ou voilà, de ce que ce diagnostic signifie. Les entretiens donc à l'hôpital, dans les structures spécialisées ou aussi en libéral, proposent un espace de parole pour remettre du sens sur l'annonce d'une surdité difficilement représentable pour les parents, notamment surtout quand l'enfant est plus jeune, une mise en mots permettant une intégration progressive du diagnostic dans le psychisme des parents et dans leur histoire respective. Thibaut a été rencontré, lui, plus tard, lors de la préparation à l'hospitalisation de l'implant cochléaire. C'est à cette occasion que la surdité de sa sœur a été évoquée et on a aussi évoqué les incidences de cette surdité sur son quotidien. Donc, ces entretiens sont l'occasion de s'interroger sur le vécu de Léa. Elle assiste à la modification de l'humeur de ses parents, de leur disponibilité. Comment va-t-elle le vivre? Comment va-t-elle vivre le regard triste que ses parents vont porter sur elle dorénavant? Comment va-t-elle vivre la relation de ses parents bouleversée par l'annonce? Comment va-t-elle vivre la communication interrompue avec chacun d'entre eux? Est-ce que cela va avoir une incidence sur son mode d'attachement, sur la construction de son narcissisme, sur son identité, sur son sentiment de sécurité, de continuité d'exister? Aussi, pour Léa, il va s'agir de lui parler lors de ses entretiens, de sa surdité, de la surprise et de l'inquiétude ressentie par ses parents. Et du haut de ses 8 mois, Léa, assise sur les genoux de son père, s'est trouvée particulièrement attentive au message peut-être, au contenu, je ne sais pas, mais surtout à l'intention qui l'accompagne, me fixant longuement, regardant à tour de rôle ses parents. Son père me disant juste après que ce n'était pas forcément la peine que je lui parle, elle ne m'entendait pas. Et puis s'ensuit alors toute une discussion sur les besoins de communication de sa fille, que justement, en m'adressant à Léa, je l'inscris dans cette place de sujet, d'interlocuteur possible, et que la communication et les besoins d'une communication plurimodale peuvent être alors évoqués. La nécessité de continuer à s'adresser à elle, à l'oral, et également avec tous les moyens visuels possibles.
Par exemple, montrer le biberon dans le four à micro-ondes juste avant de pouvoir lui donner, lui permettre aussi de voir le bain qui coule avant de l'y plonger, les photos, les images, compilées souvent dans des cahiers de vie pour évoquer les objets ou les personnes qui sont non présentes. Ça peut être les mimes, les expressions de visage et également, bien sûr, la langue des signes française. Pour les parents de Léa, il leur a été très difficile de comprendre cela et ils évoquent le projet d'oralisation exclusif pour leur fils. Pour d'autres familles, par contre, l'apprentissage dans un premier temps de quelques signes de la langue des signes et puis de tous les autres modes visuels possibles va leur permettre de rétablir une communication et une relation gratifiante avec leur enfant. Et alors, justement, je vous parle de cette maman qui m'a fait part de la grande joie qu'elle avait à voir la relation avec sa fille vraiment très apaisée depuis qu'elle s'était rendue compte de certaines maladresses et de certains décalages qu'elle avait dans sa relation avec sa fille. Notamment, par exemple, elle m'explique que sa fille est en train de jouer, donc sa fille de 18 mois est en train de jouer par terre de manière très concentrée. Elle la prenait de dos par derrière et elle l'emmenait au bain sans forcément préavis ou sans forcément lui expliquer la situation et s'étonnait à cette période que sa fille puisse se manifester, manifester très ouvertement sa colère et son opposition de pas forcément comprendre aussi ce qui se passait. Et cette maman explique que tous les actes de la vie quotidienne étaient comme ça, étaient vraiment ponctués de grands moments de colère et d'opposition. Et avec l'orthophoniste qui suit sa fille, après de longs échanges, elle a pu se rendre compte des ajustements qu'elle devait mettre en place pour pouvoir avoir une communication plus fluide et une relation justement où elle se sentait compétente. Donc l'adaptation de cette mère que cette mère a mis en place a grandement facilité la vie quotidienne de cette maman qui se sent maintenant compétente pour comprendre sa fille et pour l'accompagner dans les actes du quotidien. Ainsi, il est question de la communication, du langage qui met en relation, qui permet à l'enfant la mise en sens de son environnement et pour en avoir une certaine maîtrise, qui permet aussi à l'enfant de pouvoir exprimer ses désirs, ses besoins, qui favorise l'individuation, la séparation mère-enfant, l'autonomie de l'enfant, sa sociabilisation, et également qui permet d'édicter des règles et un cadre sécurisé. En outre du langage aussi, il est très important de pouvoir pointer les autres compétences et les autres besoins du développement psycho-affectif de l'enfant. C'est important de pouvoir mettre en avant toutes les autres compétences de cet enfant, que Léa n'est pas une petite fille, n'est pas que sourde, mais être une petite fille aussi avec d'autres capacités, qui commence à se mettre debout, qui commence aussi à devenir plus ou moins autonome pour certaines choses. Voilà, donc c'est mettre en avant aussi toutes ces autres potentialités. Et c'est également aussi replacer l'enfant dans une temporalité du présent. En effet, au moment du diagnostic, les parents, les professionnels et l'enfant sont projetés dans du long terme ou du moyen terme. Et il est question du projet de communication, il est question aussi de projet de quoi. Les parents s'interrogent sur une scolarisation possible, sur des études secondaires possibles, comme tu l'avais dit, sur un permis de conduire possible. Et c'est une Léa, souvent qui a quelques années de plus, qui prend toute la place lors de ces rendez-vous. Aussi, ce qui est très important, c'est de replacer lors de ces rendez-vous cette Léa de 8 mois ou quelques mois de plus avec ses difficultés de sommeil et ses compétences. Alors voilà, donc c'est là où on voit que Léa, qui se présente comme une petite fille tonique, vive, expressive, qui montre des compétences évidentes à être dans la relation, les différents aspects de son quotidien, de son environnement sont évoqués. Le sommeil, l'alimentation, la nourrice, la famille plus ou moins élargie. L'évaluation du Brunellising qu'on peut être quelquefois amené à faire met en évidence des capacités de posture, de coordination de l'œil et de la main et de sociabilité en lien avec celles présentées par les enfants de son âge. Donc aussi, il s'agit de mettre en lumière les capacités, les besoins et également aussi les difficultés de l'enfant permettant un ajustement relationnel de l'entourage.
Alors, lorsque le projet d'un implant cochléaire s'envisage, les parents de Léa ont pu me dire toute l'importance qu'il y a pu avoir lors de ces différentes rencontres à se mettre à réfléchir et à décider pour leur fille. Ce qui n'a pas été une mince affaire, mais de se sentir impliqué dans ce processus de prise de décision. Il y a certains parents qui peuvent avoir du mal à se poser la question. Alors, attendez. Oui, voilà. Il faut savoir qu'il est toujours difficile pour les parents d'apprendre que les contours d'oreille n'apportent pas un gain auditif suffisant et qu'une indication d'implant cochléaire est proposée. C'est toujours extrêmement compliqué. Et dans le panel des parents qu'on reçoit, il y a certains parents qui luttent contre la réalité de la surdité, de son degré, notamment un parent que j'ai vu hier, ça me faisait penser à ça. Et ils peuvent garder l'espoir, notamment ce papa, qu'il puisse y avoir une récupération auditive spontanée. Et ainsi, son adhésion au projet de l'implantation cochléaire qui devait se faire 2 semaines plus tard est très, très ambivalente. Pour d'autres, la surdité est un paramètre qui est pris en compte et le projet d'implant est une démarche obligée pouvant en réduire les effets. Donc, on sollicite les parents justement pour qu'ils puissent prendre part à cette décision en les informant. Donc il y a énormément de rendez-vous où beaucoup d'informations leur sont données pour qu'ils puissent avoir un consentement le plus libre et le plus éclairé qui soit. Voilà, donc l'entretien psychologique permet de proposer un espace pour penser la question de faire l'implantation ou de ne pas la faire. Cette opération, elle n'est ni banale, ni imposée. Donc les parents de Léa, comme on a pu l'évoquer aussi dans les autres interventions, ont ressenti également le fait lorsqu'ils ont pris cette décision de l'implant, ils ont eu l'impression d'avoir fait tout ce qui leur était possible pour leur fille à leur niveau. Et ils ont pu évoquer le sentiment de soulagement et d'apaisement un petit peu de la culpabilité importante qu'ils pouvaient vivre. Aussi, on propose un accompagnement à l'enfant, à sa famille, autour de l'implant, du projet d'implant, dans la même perspective que les mots qui sont posés lors de l'annonce du diagnostic. Nous évoquons avec Léa et sa famille les différents examens médicaux qui vont suivre, qui peuvent être vécus difficilement par certains, comme par exemple l'IRM, l'examen vestibulaire, les différentes phases de l'hospitalisation. On s'y prend avec des jeux, avec des poupées, des bandages, des masques. Une visite aussi du service d'hospitalisation peut être proposée à ce moment-là. Cette mise en sens, cette anticipation, cette maîtrise sur l'environnement pour l'enfant et sa famille, on se rend compte qu'on on voit vraiment les effets. Les soignants, d'ailleurs, nous font le retour d'hospitalisation qui se déroule la plupart du temps dans un climat favorable, avec des parents et des enfants qu'ils trouvent particulièrement tranquilles et sereins. Puis, lors des réglages, Léa ne pouvant encore identifier et exprimer ce qu'elle ressent, il nous faudra, les professionnels ainsi que les parents, être attentifs à tous les changements de Léa concernant, par exemple, son changement de comportement, son changement d'humeur, son rythme de sommeil, ses habitudes alimentaires, les changements dans ses modes de relation à l'autre. Tout ça, ce seront des indices qui nous permettront d'évaluer et d'adapter aussi notre prise en charge, et les réglages et les changements de programme. Au cours de l'accompagnement des enfants et de leurs familles dans cette démarche d'implant, nous avons pointé 3 aspects montrant les intrications qui pouvaient exister entre le projet d'implant et le développement psycho-affectif de l'enfant. L'implant, d'abord le premier, l'implant comme projet pouvant réintroduire une dynamique dans la relation et la communication parent-enfant. Caroline a pu vous en parler. Pour la mère de Léa, par exemple, elle a pu évoquer ce projet d'implant cochléaire comme l'ayant ranimée. Elle explique s'être retrouvée muette pendant 3 mois après l'annonce du diagnostic et par la suite, imaginant Léa comme pouvant bientôt entendre et parler, elle reprend la parole et s'adresse à sa fille alors que celle-ci n'est pas encore opérée. Cette communication où le désir, le plaisir réémerge, ne se fait pas, certes,
sans quelques difficultés persistantes d'ajustement et quelques décalages ou malentendus. Mais Léa profite d'une relation rétablie avec sa mère et de tous les aspects affectifs et infraverbaux de ces échanges. Elle est remise à une place de sujet. Le père, lui, décrit retrouver un lien de qualité avec sa fille 1 an après l'opération, lui de son côté. Comme les parents de Léa, d'autres peuvent avoir des difficultés à s'adapter aux besoins de communication de leur enfant. L'implant leur permet d'envisager la perspective d'une parole orale chez leur enfant. Et cela est d'autant plus notable pour des parents ne pouvant envisager une communication plurimodale et pour certains parents peu ou pas francophones. Le second point que je voudrais évoquer avec vous, c'est que l'implant et le développement du langage oral peuvent devenir des objets de préoccupation importants de la part des parents et des professionnels au détriment d'autres aspects du développement psycho-affectif de l'enfant. Tout d'abord, la question du temps. Vous en avez beaucoup parlé aussi, mes collègues aussi. Le temps passé pour l'implant, pour la prise en charge orthophonique, pour les différents examens médicaux. Tout cela aux dépens de journées sans sieste ou à horaires de repas décalés, aux dépens aussi de temps de jeu libre pour l'enfant, aux dépens d'un fonctionnement familial différent, aux dépens de temps consacré à la fratrie, aux dépens également d'un travail d'un des parents, certaines fois mis entre parenthèses. Cette préoccupation concernant l'implant peut mettre cet appareil aussi au cœur d'enjeux relationnels importants. Lors du dernier entretien, 1 an après l'opération, le papa de Léa explique s'interroger sur les comportements assez particuliers de sa fille. Il identifie qu'au retour à la maison, à son retour à la maison le soir, sa petite fille, systématiquement, donc âgée de 2 ans et demi, avant de le serrer dans les bras, lui tend ses 2 implants et ramène la mallette d'entretien des appareils. Et puis, il se rend compte aussi que sa petite fille, pour attirer l'attention lorsqu'il est occupé à autre chose, fait tomber une de ses antennes et vient le voir. Il prend conscience, lors de cet échange, de la place que l'implant prenait dans ses relations avec sa fille. Et il dit même qu'il se rend compte que ses relations se sont réduites à l'implant, d'après ses propres mots. On peut imaginer maintenant que Léa profite d'une relation plus riche dorénavant avec lui. La préoccupation autour de l'implant aussi peut être en lien avec son coût, sa fragilité, qui en font un appareil précieux dont il faut préserver l'intégrité. Et également, les inquiétudes parentales peuvent concerner les risques d'infection et de choc au regard de l'implant, crainte de chute, de choc, d'autant plus importante quand l'enfant est jeune, qu'il commence à marcher ou quand il est question de certains sports. Je vous laisse imaginer dans quel climat s'est retrouvée Léa lorsqu'elle a commencé ses débuts d'autonomie motrice. Ces préoccupations vont être très présentes les premières années, puis les familles s'en inquiéteront moins. Certains enfants ressentent cette inquiétude et peuvent en jouer. Ça me fait penser à ce petit garçon de 20 mois qui avait bien compris qu'il pouvait obtenir tout de ses parents lorsqu'il faisait mine, lors de ses colères, de vouloir se cogner la tête contre le mur au regard de l'implant qu'il portait. Léa, elle également, avait bien compris l'impossibilité qu'avait son frère de se défendre quand elle lui prenait un jouet, la mère demandant à Thibaut de ne pas la bousculer ou de la faire tomber. Et les préoccupations également importantes des parents et des professionnels peuvent se concentrer sur le développement de la communication orale. Et la maman de Léa, par exemple, peut nous dire très précisément le jour, la date du premier mot de sa fille. Par contre, elle est incapable de pouvoir me dire à quel moment elle a pu faire ses premiers pas. Voilà. Donc, je vais aborder aussi le 3e point. L'implant cochléaire, comme vous l'avez pu voir, fantasmatiquement, imaginairement, répare, corrige la surdité. Et le projet d'implant peut induire un décalage du travail d'élaboration de la surdité par la famille et l'enfant, et certaines fois aussi par les professionnels. 1 an après son opération d'implant cochléaire, Léa, elle va mettre ses parents au travail, sans le savoir. Lors du dernier entretien, les parents décrivaient leurs difficultés devant les oppositions et les crises importantes de Léa. Celle-ci rendant la communication impossible en jetant à travers la pièce systématiquement ses implants. Elle semble inviter ses parents à un ajustement de la communication et à une prise en considération de sa surdité, notamment quand elle ne porte pas ses implants. Dans ce sens, la mère me décrit dernièrement la colère que lui a inspiré les discours des amis, des personnes croisées dans la rue,
qui lui exprimait avec une grande empathie et bienveillance que maintenant que Léa portait ses implants, tout était réglé. La mère m'explique que sa fille était belle et bien sourde, qu'elle ne les porte pas, quand elle ne les porte pas, lors du bain, à la plage, et le soir, avant de dormir. La question de la communication gestuelle par l'apprentissage de la LSF est maintenant envisagée par les parents de Léa. Pour certains autres enfants et leurs parents, le travail de prise de conscience de la surdité peut se faire tardivement, certaines fois à l'adolescence, et peut-être certaines fois jamais. Je me rappelle de ce père expliquant que grâce à l'implant, son fils de 6 ans était un enfant comme les autres, normal quoi. Et ça me fait penser également à ce que peuvent nous décrire des adolescents sourds, moyens ou sévères, qui profitent bien de leur prothèse auditive conventionnelle et qui ressentent de la part de leur entourage le manque de considération de leurs différences. L'implant, symboliquement, répare. Il peut y avoir un risque d'un manque de reconnaissance de l'enfant dans sa réalité, par les parents et par l'enfant. Et entraîner une difficulté pour l'enfant aussi qu'il intègre sa surdité. On peut assister à l'escamotage d'une partie de l'identité de l'enfant par les parents et par lui-même par la suite. C'est particulièrement probant chez les familles, chez des familles qui sont extrêmement déstabilisées lorsqu'il y a un problème concernant l'implant et que l'enfant se trouve sans implant pendant 1 ou 2 jours. On remarque une dépendance massive de l'appareil pour les parents, comme pour l'enfant. Pour clore mon propos, j'espère avoir pu témoigner avec vous le plaisir que nous avons de travailler avec ces familles à l'hôpital. Et puis vous l'aurez compris aussi, de notre point de vue, on ne peut prendre en considération le développement psycho-affectif de l'enfant sans tenir compte de sa mère, de son père, de sa fratrie, ainsi que des relations que chacun tisse les uns avec les autres. Dans le cadre du projet d'implant, l'accompagnement psychologique tente à faire émerger un aménagement progressif de la famille aux besoins de l'enfant. Et souvent, cela peut se faire sur du très long terme. Aussi, on se rend compte que ce soutien et cet accompagnement, il est d'autant plus important lorsque les gains de l'implant ne sont pas suffisants, lorsqu'il peut y avoir des pannes ou lorsqu'il y a des problèmes d'infection. Et je te laisse conclure. Oui, je pense que... Je pense que cette dernière diapo résume en fait tout simplement ce que l'on a essayé de vous transmettre. Merci Gaëlle pour cette vignette clinique très fine et très riche et qui nous montre aussi à quel point l'implant cochléaire, cette chose incroyable, peut prendre une place extrêmement importante dans l'économie familiale, et ça n'est pas sans poser un certain nombre de questions. Donc je propose que nous gardions ces questions qui, j'imagine, nombreuses, pour le débat qui aura lieu après l'intervention du professeur Goltz. Donc là, nous avons une pause jusqu'à 10h15. Il y a un café qui vous attend au rez-de-chaussée. Et pensez à vos questions.